Bonjour, nous revoici dans le chapitre sur les fonctions de référence et surtout sur les variations. Nous allons ici étudier les variations de la fonction racine, mais racine de u, et de la fonction inverse, pareil, 1 sur u. Alors, d'abord une petite précision par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est finalement une fonction qu'on écrit x donne racine de u de x? Alors, on sait que les fonctions, c'est quoi? C'est une machine qui s'appelle f de x, dans laquelle hop, j'introduis des antécédents x, et il sort des images y qui est égal à f de x. Qu'est-ce que c'est racine de u de x? Eh bien, en fait, c'est lorsque j'ai plusieurs fonctions imbriquées les unes dans les autres. Alors, au lieu de l'appeler f, je vais l'appeler u, cette machine, u de x, je lui change son nom, ça change pas grand-chose. Mais sauf que derrière, imbriqué, ça veut dire quoi? Que derrière, j'ai une autre machine différente, hop, avec pas forcément ici une fermeture. Voilà. Donc, j'ai mon autre machine. Celle-là, je vais l'appeler racine carrée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes nombres, mes antécédents, une fois qu'ils sont sortis de la première machine, ils rentrent dans cette deuxième machine pour se rentrer dans la racine carrée. Donc, racine de u de x. Et qu'est-ce qui sort? Bah, il nous sort des nombres du type y égale racine carrée de u de x. Alors, évidemment, pas les mêmes nombres, pas les mêmes y que ici. Voilà, ça s'appelle, alors on peut dire des fonctions imbriquées les unes dans les autres, ça s'appelle aussi des fonctions composées. Voilà. On peut l'écrire aussi sous la forme suivante. À x, j'associe u de x, et à ce u de x, que je vais appeler y, j'associe racine de y. Voilà. Si je prends un exemple, et que ma première fonction, au lieu de l'appeler u de x, du coup, on va l'appeler, on va lui donner comme nom, je vais changer de couleur, voilà, je vais mettre 2x plus 3. D'accord? Bon, là, les nombres qui sortent, ce sont des nombres qui s'appellent 2x plus 3, ils vont rentrer là-dedans, et à la sortie, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien oui, racine de 2x plus 3. Donc là, 2x plus 3, et ici, racine de 2x plus 3. Voilà. Eh bien, c'est ce type de fonction. Alors, à l'intérieur, à la place de 2x plus 3, je peux avoir 1 sur x, je peux avoir valeur absolue de x moins 4, je peux avoir x carré plus 5x moins 7, etc. Eh bien, c'est des fonctions, c'est ce type de fonction qu'on va étudier. C'est-à-dire essayer d'étudier le sens de variation sans avoir à passer par f de b moins f de a, mais peut-être par des choses un petit peu plus efficaces ou plus rapides, étant donné que 2x plus 3 finalement c'est une fonction que je connais, racine c'est une fonction que je connais, donc il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire avec ça. Voilà. Alors, si on essaye de formaliser un petit peu tout ça, écrivons ça sous la forme. Cette fois, je prends une fonction v, donc qui a x associe v de x, une fonction ensuite u, qui a mon v de x ou mon y associe u de y. Donc
U de Y, bah, ça va être U de, à l'intérieur, V de X. D'accord? Qui s'écrit également, eh bien, U rond V de X. Le rond, comprenons ce rond, hein, signifie la composée. Donc en fait, c'est je compose la fonction U et la fonction V. En fait, je fais quoi? Je fais d'abord la fonction V suivie de la fonction U. Donc on va dire V suivi de U, mais en fait, c'est U rond V de X parce que c'est je me place V de X. Mon V de X, c'est la première, c'était ma fonction 2x plus 3 par exemple, dans la fonction U de X. Alors ma fonction U, ben, c'est quoi? C'était ma racine carrée. Voilà. Petit à petit, hein, cette notation, on l'introduit et on va l'utiliser en première, mais aussi en terminale. Ça s'appelle des compositions de fonctions ou des fonctions composées. Voilà. Ça sera aussi bien pratique pour des chapitres ultérieurs. Alors, voyons maintenant, eh bien, la fonction racine carrée de U de X. Si je définis une fonction U sur un intervalle grand I, alors cette fonction U, évidemment, j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, hein, pour pas trop m'étendre, mais il faut que cette fonction U, elle soit supérieure ou égale à 0, parce que je n'ai pas le droit de mettre certains nombres dans la racine carrée. Ils doivent être tous positifs ou nuls. Donc il faut faire attention que la fonction qu'on met dans la racine carrée soit bien positive ou nulle sur l'intervalle sur lequel on travaille. Eh bien la fonction racine de U, elle va avoir le même sens de variation que la fonction U sur l'intervalle grand I. Alors, si je reviens 2 minutes à, voilà, sur ce qu'on était, par l'exemple, sur l'exemple sur lequel on était en train de traiter, qu'est-ce qu'il faut pour que ma succession de machines fonctionne là? Eh bien, il faut que ici, mon 2x plus 3, avant de pouvoir le mettre dans la racine, il faut qu'il soit positif. Donc les x qui sont ici, eh bien c'est si 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire si x supérieur ou égal à moins 3,5. Hein. Donc l'intervalle grand I dont on parle ici, c'est quoi? C'est moins 3,5 inclus jusqu'à plus l'infini. Et à partir du moment où ces nombres-là, où on respecte ça avant de mettre les nombres là-dedans, hein, c'est comme si je mettais un petit filtre et que je vérifie, à ce moment-là, bah, effectivement, je peux calculer 2x plus 3, ça j'ai jamais de problème, puisque je peux mettre n'importe quoi à la place de x, mais par contre, comme maintenant je me suis assuré que ça c'était positif, ça peut passer par la deuxième fonction qui est racine carrée. Donc quand on parle de cet intervalle grand I, eh bien c'est celui-là l'intervalle grand I. Alors, pour démontrer ce théorème, c'est un peu le même principe que toutes les autres démonstrations. D'abord, on va supposer que notre fonction U est croissante sur l'intervalle grand I. Ça veut dire que si je prends soit A et B deux nombres réels, deux réels dans l'intervalle grand I, d'accord, avec enfin tel que petit a inférieur à petit b, alors puisque la fonction est croissante, j'ai u de a inférieur à u de b, inférieur ou égal puisque j'ai dit qu'elle était croissante. Mais on a posé comme hypothèse que u de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle grand I. Ça veut dire que on a alors que eh bien u de a est inférieur ou égal à u de b et que tout ceci est bien positif. D'où, puisque tout est positif, on peut prendre la racine carrée, puisque la racine carrée conserve l'ordre. Et donc,
Et ça, j'utilise la croissance de la fonction racine carrée sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 fermé. Donc on a u de a inférieur ou égal à racine de u de a inférieur ou égal à racine de u de b. Eh bien, finalement, on a donc a et b, deux réels dans grand I tels que a inférieur à b. On a pour conséquence à ce moment-là racine de u de a inférieur ou égal à racine de u de b, sous la condition que u de x soit bien supérieur ou égal à 0. Par conséquent, par définition, racine, la fonction racine de u hein, est croissante sur grand I. Hein, la fonction, là j'ai oublié, la fonction racine de u, ou racine de u de x, hein, si je veux être plus précis, est croissante sur l'intervalle grand I. Elle a donc bien le même sens de variation que la fonction u. Voilà. Eh bien, je te laisse faire la même démonstration hein, pour t'entraîner, si dans le cas où u est décroissante. Voilà. Tu vas voir, hein, tout va très bien aller, simplement l'ordre va être différent, mais comme la fonction racine carrée conserve l'ordre, tu vas bien trouver que racine de u va aussi être décroissante si u est décroissante sur grand I. Voilà. Je ne le remplis pas. Si tu as un doute, demande-moi ou hein, par mail ou en classe. Une fois qu'on a fait ça pour u croissante sur grand I et u décroissante sur grand I, eh bien, on a bien que racine de u et u ont le même sens de variation sur grand I. Faisons maintenant cette même démarche pour la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction 1 sur u de x. Alors, pour ça, il nous faut une fonction u définie sur un intervalle grand I, sur lequel u a un signe constant et ne s'annule pas. Alors attention, les conditions sont un petit peu différentes. Je retrouve plus mon stylet, mais voilà, c'est ici. Il faut ces deux conditions au préalable pour utiliser ce théorème. À ce moment-là, la fonction u et la fonction 1 sur u ont des sens de variation contraires. Est-ce que ça paraît normal? Bien, en fait, 1 sur u, 1 sur x, le sens de variation de 1 sur x de la fonction inverse, c'est quoi? C'est décroissant. Donc, cette fonction va avoir tendance à inverser l'ordre, à ne pas respecter l'ordre. Donc, ça paraît normal que si je mets une fonction avec un certain sens de variation que j'imbrique une fonction dans la fonction inverse, les ordres ne soient pas respectés. Je t'engage à faire la démonstration, c'est-à-dire en supposant que u est croissante, fais la démonstration, mets sur pause, entraîne-toi et puis on vérifie. Allez. Bon, eh bien, effectivement, ça démarre à nouveau par soit a et b de réels quelconques dans grand I, tel que a inférieur à b. Alors, u de a inférieur à u de b, donc effectivement, on a dit croissante, donc on peut mettre inférieur ou égal. Hein, c'est vrai que j'ai considéré que c'était à chaque fois croissante strictement. Voilà. Avec u de a et u de b non nuls et de même signe, d'après l'énoncé. Alors, on va supposer dans un premier temps, effectivement, alors peut-être que toi tu as fait une autre démarche, c'est-à-dire que tu as supposé ensuite que c'était tout positif ou tout négatif. En fait, il faut dissocier, ça s'appelle par disjonction de cas. On suppose que u de a et u de b sont d'abord positifs et après que u de a et u de b sont négatifs, puisqu'ils doivent être de même signe.
Si tous les deux sont positifs, eh bien, on passe à la fonction inverse. La fonction inverse est strictement décroissante, donc elle renverse l'ordre. À ce moment-là, 1 sur U de A est supérieur à 1 sur U de B. Alors, supérieur ou égal. Attention, là, petite erreur quand même. Je viens de voir ça. C'est strictement de même signe. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que si U de A est nul, je vais avoir un problème pour passer à l'inverse. Et là, 1 sur quelque chose, c'est strictement positif. Ça ne peut pas être nul si je sais 1 sur quelque chose. Par conséquent, eh bien, la fonction 1 sur U est décroissante. Hein, par définition. Et donc à ce moment-là, U et 1 sur U sont bien de sens de variation contraire sur l'intervalle. On fait la même chose cette fois en supposant que U de A et U de B sont strictement, encore une fois, j'ai tapé trop vite, strictement négatifs. À ce moment-là, si on passe à l'inverse, étant donné que la fonction inverse est strictement décroissante, elle renverse l'ordre, donc on a 1 sur U de A strictement supérieur à, ou supérieur ou égal, puisque on a dit qu'elle pouvait être, c'était des fonctions croissantes, pas strictement croissantes, supérieur ou égal à 1 sur U de B. Par conséquent, la fonction 1 sur U est décroissante sur grand I, par définition, hein, puisqu'on avait au départ A et B deux réels quelconques, tels que A inférieur à B, et que à l'arrivée, l'ordre est inversé. Donc ça signifie bien que U et 1 sur U sont de sens de variation contraire, puisque U avait pour sens de variation, on a pris U est croissante sur grand I, et qu'on a 1 sur U supérieur à 1 sur B. Et même chose lorsque tout est positif. Voilà, en ce qui concerne ce théorème, attention, dans le cas où U est croissante sur I. Eh ben, je t'engage à faire la même démonstration, mais cette fois en supposant que U est décroissante. Disjonction de cas également. Voilà. Reste à maintenant faire des exercices. Par exemple, quel va être le sens de variation de la fonction, tiens, x donne 1 sur 2x plus 3. Alors, si on fait ça comme ça, hein, 2x plus 3, déjà, il faut que ce soit de signe constant sur un intervalle. Donc on va se placer sur quoi? Il nous faut x différent de moins 3 demi. D'accord? On va se placer sur l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. Sur moins 3 demi plus l'infini, 2x plus 3 c'est bien positif, d'accord? Donc le signe va bien être constant, strictement positif. La fonction 2x plus 3, comment elle est? Elle est strictement croissante, c'est une fonction affine de coefficient directeur 2. La fonction inverse et cette fonction-là ont des sens de variation contraires. Donc la fonction 1 sur 2x plus 3 va être strictement décroissante sur moins 3 demi plus l'infini. En écrivant simplement 3-4 phrases, on a terminé. Et on a la même chose sur moins l'infini, moins 3 demi. Voilà. Alors, tu peux t'entraîner aussi avec, tiens, par exemple, on prend quelque chose du type 1 sur, maintenant, racine de moins 2x plus 5. Voilà. Quel est le sens de variation? En 3-4 lignes. Hein. Voilà, c'est ce genre de choses que ça va nous permettre de faire. Eh bien, bon courage, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!